Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, septième édition. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. Je suis avec mes experts du dimanche. Basto, comment ça va? Ça va bien, bisous bisous tout le monde. Drayas, comment ça va? Ça va, ça va. Rompi, le El Patron, comment vas-tu? Ça va, merci, il fait beau, ça va bien. Et avec un petit invité sympathique avec nous aujourd'hui, Sky Morito. Bonjour. Ouais, bonjour, bonjour. Alors on va parler du match d'hier, un très grand match où le PSG s'est imposé 2-1 au stade de Dijon. J'ai envie de revenir un petit peu sur l'enquête qui vise notre cher président Nasser Al-Khelaifi. On va parler du staff médical du PSG avec des infos qui nous proviennent de Paris United. Et on va un petit peu parler d'Anderlecht avant le match de Ligue des Champions ce mercredi. Mais j'ai envie de commencer en remerciant tous ceux qui retweetent nos podcasts, parce que c'est eux qui nous font vivre, c'est eux qui font que Wampi me paye le SMIC pour 1 heure par semaine. Alors, je vais citer tous ceux qui nous ont retweetés et ça me fait très plaisir. Alors, je vous remercie Gabonais Sauvage, Naces Like 176, Teddy 75G, Soso PSG 75 974, Gustatif, Jean U 78, 009 Zanzibar, PSG Fanatique, Dida, c'est de la famille Roya, Shmouli 75, Mathieu 78, Infosport 7, Menendez 94, PSG Alger, c'est la famille aussi, Yann Mars 2, Mezaï Ryan, United of Paris, PSG Pierrot, Pastore 27, c'est qui cette ordure? Et Drayat, bon, ça c'est des amis. Voilà, on va pouvoir y aller. Alors, Basto, on va commencer par toi parce que je t'aime. C'est toujours moi qu'est-ce que qui commence. Qu'est-ce que tu as vu hier? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu un match qui m'a beaucoup énervé sur plusieurs points. Oui, c'est le match du samedi à 17h, après la trêve, avant les matchs de Ligue des Champions, gna 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 gna. À chaque fois on sort cette excuse, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même en faire plus. C'est pas normal d'avoir ce comportement aussi dilettant. Je pense à plusieurs joueurs, mais on en parlera tout à l'heure. Le plan de jeu aussi qui était assez incompréhensible. Unai qui attend encore la mi-temps pour faire quelques ajustements et qui le fait pas en cours de match. Bref, tout ce qu'on n'aime pas. Et même si d'autres gros, il y a eu de la casse ce week-end chez d'autres gros, c'est pas une excuse. Au bout d'un moment, ça suffit. Et il faut apprendre justement dans ce genre de match à les tuer rapidement et ensuite gérer. Je comprends pas. On se fatigue à vouloir marquer sur la fin. Donc plutôt très énervé sur ce match. Ok, Drayas, est-ce que tu partages ce sentiment? Non. Je crois qu'il y a... il y a un moment où il faut arrêter d'attendre d'avoir 70 matchs qu'on maîtrise dans la saison. Dans une saison, il y a forcément des hauts et des bas au niveau des intentions et enfin au niveau de la qualité des matchs. Et quand on est dans un bas de qualité des matchs, ce qui l'emporte, c'est ce qui l'emporte. Ce qui importe, c'est de l'emporter. Basto parle d'excuses, je crois pas du tout que ce sont des excuses. Quand tu prends par exemple les Brésiliens qui jouaient il y a 4 jours avant le match, Pourquoi tu les mets? à la... Ça c'est un autre débat, mais on parle pas de ça, on parle de... Voilà, donc qui jouaient 4 jours avant à 2000 mètres d'altitude, qui se sont tapés du 15 heures de vol, et qui pour certains comme Neymar sont rentrés le jeudi soir pour jouer samedi à 17h. C'est pas des excuses. La Ligue des Champions qui va se jouer maintenant dans 3 jours, mais qui hier allait se jouer dans 4 jours, c'est pas non plus une excuse parce que les joueurs ont tendance à un peu baisser le pied, à un peu craindre la blessure, surtout après des matchs internationaux, et en plus c'était pas des matchs amicaux. Donc pour moi, ce sont pas des excuses. Le fait que justement dans les autres matchs européens c'était le cas, ça montre bien que c'est un mal qui touche pas que le PSG. Et si on se souvient de l'autre match qui était encore plus indigent, c'était aussi un match avant Ligue des Champions. Et ensuite de ça, moi j'ai apprécié déjà l'attitude au retour, sur le retour de la pelouse. Et on s'est pris un but venu d'ailleurs, un but que ce joueur va peut-être tenter 10 fois dans sa vie, et puis là, paf, et là ça rentre, genre moment de grâce. Et l'attitude qu'il y a eu après ce but encaissé,
que j'ai trouvé juste très bonne, c'est-à-dire le club qui effectivement, enfin l'équipe qui prenait un peu son temps, qui etc. Mettait pas vraiment tout ce qu'il fallait pour faire un grand match, et qui s'est dit ah non merde, par contre les 3 points il faut aller les chercher, et ils sont allés les chercher. Donc toi, t'es plutôt d'avis de Marquinhos qui disait après le match, nous, on n'est pas des machines. Ben oui, parce que les joueurs ne sont concrètement pas des machines. Je vais rajouter juste 2 trucs, sauf que ceux qui ont eu le comportement le plus inadmissible, c'est des mecs qui ont quasiment pas joué en sélection. Kimpembe, Rabiot, ont-ils joué en sélection? Ils ont pas joué une minute. Il a eu un comportement mais Kimpembe, il l'a joué trop facile. Plein de fois, il allait au pied dans sa surface, il perd, il fait encore sa faute débile, il a toujours ses petits problèmes de surconfiance, et il l'a eu hier, il l'a joué trop facile. On donnait juste le point de vue général, après oui, mais je rebondis juste sur ce que tu as dit, et tu parles aussi du but magnifique qu'il met une fois sur 100, oui, mais ça vient sanctionner encore une erreur, parce que les 2 défenseurs centraux font n'importe quoi sur cette action sur le long ballon. J'attendrai pour te répondre qu'on discute, puisque oui, mais c'est plus simple de répondre les gars, on va rentrer, je pense, dans le match tout à l'heure, là où... Rampi, justement, c'était à toi que je voulais donner la parole. El Patron, qu'est-ce que tu as vu hier soir? Moi, franchement, je rejoindrais plus Basto que Drayas. Pour moi, hier, c'est limite faute professionnelle. Et je m'explique. Dans l'approche mentale du match, parce que quand tu vois la différence entre la première et la deuxième mi-temps, les 11 mêmes joueurs, ils font un match totalement différent en deuxième par rapport à la première. Et quand tu regardes bien, c'était les mêmes 11 alignés, c'était la même animation, il n'y a rien qui a changé, c'est juste qu'ils se sont mis dans le match, parce que en première mi-temps, ils jouaient en marchant. Je rejoins Basto pour Rabiot. Rabiot, c'était incroyable. Tu sais, en 6, c'était le plus catastrophique de l'histoire de QSI, je crois, qui a été aligné hier. Moi, personnellement, j'ai été énervé. Ça m'a coûté ma table basse sur l'égalisation de Dijon. Tellement j'étais énervé, parce que Kimpembe, il te fait une balle en cloche comme ça, l'autre, il la reprend de je sais pas où. Tu sais, c'est incroyable, le but de l'année. Tu sais, une fois sur 1000, il rentre. Mais en soi, pour faire court, moi, j'étais totalement déçu hier. Je veux bien qu'il y a les excuses de oui, match internationaux, tatata, mais franchement, c'est indigne que le PSG, chez un des 3 derniers du championnat, il soit autant ridicule en première mi-temps. Ouais, mais moi, il y a un truc, j'ai pas vraiment aimé ce match, je me suis fait chier, mais il y a un truc qui change par rapport à avant. Je sais pas si vous avez partagé ça, mais il y a par exemple 2 ans, quand on jouait sous blanc, quand on se faisait égaliser par un but comme ça, que ça, c'est un truc qui m'énerve, quoi. Les mecs qui font leur match contre nous, c'est des chèvres le reste de l'année, et contre nous, ils te tapent des buts absolument pas Dijon. Pour le coup, mais vas-y, enfin, je te laisse finir, Jimmy, non, après et en fait, le seul truc qui changeait par rapport à il y a 2 ans, c'est que il y a 2 ans, on se prenait ce but à la 87e, je me disais, bon, bah, c'est fini, vieux match nul pourri. Et hier, je me disais, bah, je sais qu'on va gagner. Je sais qu'on va réussir à mettre ce but à la fin, tu vois. Et l'équipe a joué en ce sens, et Meunier a mis son 2e but. Et franchement, ça m'a donné beaucoup de plaisir. Est-ce que Basto, toi, tu partages un petit peu cet avis du PSG qui tue les matchs? Non, pas vraiment. Enfin, je sais pas, sous blanc, on l'a déjà fait ce genre de choses aussi, il me semble. Non. On était rarement égalisé à la 87e aussi, sous blanc, en fait. Non, sous blanc, quand on était dans la merde, on était dans la merde. Ouais, mais ça durait une mi-temps, on faisait rentrer un tel joueur en seconde et on arrive à le gagner sur un exploit individuel, souvent. Ah non, mec. Rappelle-toi la saison où on se bat avec Lyon, là. Il y a 12 matchs nuls où toujours on se fait égaliser comme des cons et on n'arrive pas à revenir en 12 cette saison-là, mais c'est une saison sur 3. Ouais, après. Bah non. Après, c'est vrai que. Il y a juste la dernière saison, mais ça m'a fait un peu penser au match à Metz l'année dernière où on mène 2-0, on se fait rejoindre à 2-2, on fait un match aussi dégueulasse. Il y a une barre pour Metz et on arrive à marquer dans les arrêts de jeu par l'indispensable Matuidi. Tout à l'heure, je voulais revenir sur un truc que tu disais, Dijon qui fait son match de l'année. Je sais plus, je crois que c'est Lyon qui a joué Dijon et Monaco qui ont joué Dijon. Marseille. Et en fait, si on regarde, tout le monde a du mal en première mi-temps contre Dijon. Pas Monaco. Alors peut-être pas Monaco, je me souviens plus parce que j'ai pas une bonne mémoire, mais d'une manière générale, Dijon en première mi-temps sont très souvent injouables. Regarde les faits, et souvent ils vont mener, et à partir de la 60e, ils baissent complètement. Ça, c'était l'année dernière. Cette année, c'est plutôt là. C'est des fois, ils vont être menés 2-0, ils reviennent dans les arrêts de jeu à 2-2. Des fois, c'est l'inverse. C'est n'importe quoi dans les 10 dernières minutes avec eux. Et c'est dans les deux sens. Je te parle de la première mi-temps. Non, cette année, contre Lyon, par exemple, ils étaient beaucoup moins bien en première, beaucoup mieux en seconde.
Donc ça dépend. Bon, Après, mais d'une manière générale, Dijon, c'est vraiment pas un club, c'est vraiment pas le club qui refuse de jouer, quoi. Ah, jamais. Ils se mettent très naïfs. Et c'est plus le genre de club qui, à force à bien jouer comme ça, parfois pose des problèmes même aux gros, quoi. Mais moi, si je peux me permettre, quand on parle de Dijon, contre Monaco, ils ont fait ci, contre Lyon, ils ont fait ça, etc., il y a un paramètre à prendre en compte, c'est la motivation. C'est-à-dire quand Dijon va jouer Paris ou va jouer Metz, il ne mettra pas la même intensité dans le match, c'est normal. Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, nous, en tant que PSG, on voit bien que quand on joue le Bayern, où on va jouer notre classico, tu vois, les joueurs, ils sont déterminés, tu sais, ils ont envie de jouer. Hier, moi, j'ai pas retrouvé ça. La première mi-temps, c'était indigne. Draxler, ça marchait, Rabiot, ça marchait. Kimpembe, à un moment, tu vois, je sais pas, il vient, il monte, il va attaquer le porteur du ballon, il commence à aller dans la surface adverse. C'était du grand n'importe quoi, tu vois. Je sentais pas une implication des joueurs. Moi, franchement, c'est sur ce point de vue-là, j'insiste encore, c'est point de vue mental dans l'approche des matchs. Hier, j'étais pas du tout content, c'était n'importe quoi. Moi, j'ai vraiment pas la même lecture que toi, quoi. Pour moi, l'équipe, elle est rentrée sur le terrain en se disant on a énormément de marge. Et les joueurs étaient un peu, c'est vrai, complètement nonchalants, complètement mais encore une fois, on va pas avoir 70 matchs où les mecs vont être capables de montrer une envie de fou, surtout par rapport à des matchs qui sont a priori pas les plus motivants, avant un match qui lui est très motivant. Et ils sont rentrés comme ça et ils se sont rendus compte, en deuxième, il faut qu'on se réveille. Mais j'ai du mal avec ceux qui ont un problème avec ce match, en fait. J'ai du mal avec. Pourquoi ? Parce que, une saison de football, c'est 70 matchs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que sur 70 matchs, les mecs ils montrent une envie exemplaire. On est en train de regarder, on voit des clubs européens, on a l'impression que c'est comme ça, mais il faut pas oublier un truc, c'est qu'on voit pas chacun des matchs qu'ils font, quoi. Que ce soit le Real, que ce soit le Barça, que ce soit Manchester City, peut-être pas, quoique on va voir parce que c'était le cas la saison passée, que ce soit le Bayern, que ce soit toutes les équipes ont des matchs qui sont poussifs, qui pas à ce point-là. Non mais si tu les vois pas, je te rejoins. Tu les vois pas. Ça n'existe pas parce qu'il y a plus d'intensité dans ce genre de championnat. Le Bayern peut-être. Je suis pas d'accord. Le Real, ils ont bien joué. C'était pas pareil. Rien que le match d'hier. Oui, mais c'est pas parce qu'ils gagnent 2-1 à la 85e que dans le comportement ils étaient pas là. Dans le comportement ils étaient là. Tu l'as vu le match ? Oui, j'ai vu le match. Peu importe, tu me fatigues. Moi j'arrête, vous avez raison, j'insiste plus. Calmez-vous, on prend du plaisir, Non, mais écoute, moi, c'est... En gros, moi, si tu veux, en gros, je dis juste un truc, et après je me tais. En gros, pour moi, c'est les gens qui se plaignent du match d'hier, c'est des gens qui veulent 70 matchs en mode PlayStation. Et quand Marquinhos, je caricature. Et quand Marquinhos va dire, on n'est pas des machines, et effectivement, on a des coups de moins bien. Pour vous c'est irrecevable et moi ça me dépasse que ce soit irrecevable. Moi ce que j'attends, et pourtant je suis un mec qui fait bien plus attention aux émotions qu'aux résultats. Pour certains matchs, il faut savoir aussi se contenter du résultat. Moi je suis un mec qui va attendre 20 matchs qui vont me faire rêver dans la saison. Je peux me taper 15 purges, si je me tape 15 purges, ça me va. J'avais des problèmes avec Blanc, parce que avec Blanc, je me tapais 60 purges dans la saison. Si je me tape 15 purges, je vais pas aller crier sur les toits pour aller demander la révolution et pour tout changer, quoi. Non, mais là, tu mélanges deux choses. Tu dis que nous, on croit, tu déclares quelque chose, une règle comme ça, tu nous catalogues, je sais pas comment, que nous, on croit que oui, pendant 70 matchs, on veut des 5-6-0. Faux. Là, on remet même pas en cause le score du match. On remet en cause l'investissement de certains joueurs. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Moi, je te dis pas que pendant 70 matchs, je te dis pas que pendant 70 matchs, je veux qu'on mette... J'ai parfaitement compris. Moi, ce que je te dis, ok, d'accord, si tu veux, c'est toi qui as interprété ce que j'ai dit comme étant des 5-0, c'est que tu veux pendant 70 matchs un comportement exemplaire. Tu veux que pendant 70 matchs, il n'y ait jamais de défaillance collective, qu'il n'y ait jamais de tempo plus bas sur la saison. Et je suis désolé. Si par exemple sur 15 matchs, il y a un tempo plus bas où on est un peu plus en réaction ou etc. et que c'est pas du tout la note générale de la saison, ça me pose pas de problème. Ouais, mais t'as une diff. Moi, je me permets, excusez-moi
excusez-moi d'intervenir comme ça parce que c'est très intéressant, mais juste par rapport à ce qui est dit, tout Parisien que nous sommes, nous savons par exemple que demain, on va gagner la Ligue des Champions, bah ça sera pas assez suffisant parce qu'on n'aura pas gagné un score net par exemple ou autre. Donc c'est tout le temps le côté genre tout le temps être au taquet, au top, etc. Comme dit Marquinhos, ce sont des humains, ce sont pas des machines. Du coup, c'est ancré dans la tête des gens pour que Paris, ça soit tout le temps top, top, top. Les mecs soient des notes 10 sur 10, etc. Le contenu parfait, etc. Et là, je rejoins Darius là-dessus. Mais s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, juste 30 secondes. Je parle pas des Parisiens, en fait. Je parle surtout de la presse générale, par exemple, qui attend vraiment que tout le temps, ça soit Paris top, 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 etc. Donc, mais relativisons un peu, s'il vous plaît. Voilà. Quand moi je dis que je trouve ça anormal de voir la première mi-temps d'hier, quand tu vas jouer chez Dijon, le 18e de Ligue 1, dans ton équipe, t'as Neymar, t'as Mbappé, t'as Draxler, t'as Marquinhos, t'as Dani Alves, etc. Et de faire la première mi-temps qu'on a fait et de pas être content, tu vas pas me dire que c'est parce que je suis trop difficile ou trop exigeant. Arrêtons de déconner un moment. C'était catastrophique. S'il te plaît, mais reconnais-le. Qu'est-ce qu'on appelle la chance du champion, Roam? C'est quoi la définition de la chance du champion? La chance du champion, c'est qu'il y a des matchs des fois que tu devrais perdre et que tu gagnes quand même. Il n'y a pas une équipe qui a été championne de France, sauf peut-être le Paris de Blanc sur la dernière année de Blanc, qui n'a pas eu la chance du champion à un moment ou à un autre. Y compris Monaco. Mais parler de chance pour gagner à Dijon, faut pas déconner encore. Y compris à Monaco. Si on prend le Monaco l'année dernière qui a été époustouflant au niveau des statistiques, au niveau de tout, il y a des matchs qu'ils ont gagnés, qu'ils auraient pas dû gagner et c'était pas forcément contre des clubs de haut de tableau. Mais moi, si je peux me permettre, je catégorise différents joueurs. Un Yori qui est complètement à la rue hier, je lui en veux pas au niveau comportement. Un Alves qui est un peu cuit, je lui en veux pas non plus. Par contre, t'as certains joueurs qui sont inadmissibles. Hier, Di Maria, il doit gagner sa place. Il fait rien. Rabiot, il a pas joué en sélection. Il refuse de jouer en 6. On dirait qu'il le fait exprès. J'aime pas jouer 6, je veux pas jouer. Un Neymar qui veut marquer son but tout seul, qui fait tout individuellement, c'est pas une question non plus de physique ou de je reviens de jeudi, il veut tout faire tout seul. Mais si, c'est des comportements qu'on doit pas avoir. Tu parles de Di Maria. Di Maria aussi, il était à l'étranger, il était sur des matchs qui étaient... je sais pas si tu peux imaginer la pression qu'il y avait en Argentine. Il sort de cette pression, il y a un match qui a priori est Dijon, et 4 jours après, il y a un match de Ligue des Champions. Il sait qu'il ne jouera pas. D'ailleurs, à voir. Et d'ailleurs, on verra. Et d'ailleurs, Di Maria, sur les 20 dernières minutes, il nous a fait mentir quand on était en train de le critiquer jusqu'aux 20 dernières minutes. T'as Rabiot, il sort d'une polémique. Bon, alors Rabiot, c'est vrai que ça commence à être difficile de lui trouver des excuses. Mais bon, il y a deux choses qu'on peut dire par rapport à lui. Il sort d'une polémique. Quelle polémique ? La polémique de sa rentrée en équipe de France où il avait dit qu'il était failli chauffer. J'ai oublié quoi. Ah oui, il joue en 6 alors qu'il est en train de... Il n'arrête pas de dire sur tous les toits, de toutes les manières, qu'il ne veut pas jouer à ce poste. Et enfin, les 3 joueurs que tu cites, Draxler, il y a 2 jours, il était encore fiévreux de sa grippe. Draxler, je l'ai pas cité dans le truc. Draxler, je trouve qu'il a des circonstances atténuantes puisqu'il ne peut pas être bon quand le milieu bas n'est pas bon comme Rabiot. Mais en l'occurrence, tu avais cité Draxler. Non, j'ai cité Neymar en 3ème. Non, il a pas cité Draxler. Ok, bah autant pour moi. Neymar, il rentre jeudi soir d'un vol après avoir joué à 2000 mètres d'altitude et d'avoir... Ça, les gars, on va en parler pendant les tops et les flops. J'ai envie qu'on parle d'une individualité. J'ai envie qu'on parle de Thomas Meunier. Parce que Thomas Meunier, c'est quand même il est impliqué sur 13 buts en 10 matchs. Est-ce que pour vous, c'est... Qu'est-ce que vous pensez? Sky Morito, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Meunier? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu l'aimes? Bah, tout simplement, Meunier, c'est un joueur clivant, déjà dans un premier temps, je trouve, puisque pour certains, il est bon latéral, pour d'autres moins bon, parce que il s'est attaqué, mais on lui reproche de ne pas savoir défendre ou autre, ou peut-être sa personnalité, sa manière de s'exprimer ou autre. Moi, honnêtement, franchement, Meunier, c'est un mec qui est parfait pour le PSG. Pour moi, ce serait par exemple une analogie des mots, mais c'est le top 1 des numéros 2, des remplaçants. Je veux dire, avoir un Meunier sur son banc en arrière droit pour couvrir le moindre problème à ce poste-là, franchement, il n'y a pas mieux. C'est un bon joueur, voilà, ça c'est dit, mais ça va pas plus haut. Et et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il en est conscient, il sait dans quel club il est arrivé, d'où il vient, etc. Donc, ouais, moi je suis content de Meunier, enfin, il est à sa place là où il est, il sait très bien dans le cadre et tout. Pas de problème, enfin, genre Meunier, top au PSG. Basto, pour toi, Meunier, bon, mais jamais plus.
Bah, pour moi, il défend bien et il attaque bien. Hein. Donc, pour moi, il est assez complet. Encore une fois, hier, il défend avec intelligence. Le jeu passe plutôt du côté de Yuri, d'ailleurs, comme souvent. Et puis derrière, il va marquer ses 2 buts. Et là, quand on parle de comportement, lui, il a joué les 2 matchs en sélection. Lui, il joue blessé un peu. Et Ouais, il est là pour être dans la surface pour marquer 2 buts. Donc, exemplaire. ah oui, bah, il est toujours exemplaire dans son comportement, lui. Donc selon toi, on a bien fait de vendre Aurier. Ouais, tout à fait. No comment. Encore remplaçant hier. Rampi, qu'est-ce que tu en penses quoi, toi, de Meunier? Moi, Meunier, déjà, je lui dis merci pour hier parce que il m'a permis de continuer un week-end assez serein parce que j'étais vraiment énervé à l'égalisation et son 2e but, il m'a fait beaucoup de bien. Mais au-delà de ça, franchement, Meunier, c'est le mec qui, à part à Montpellier, il y a 15 jours, quand tu fais appel à lui, il est toujours présent, il est toujours sérieux, tu vois. Et en plus de ça, c'est pas seulement un joueur sérieux, c'est un joueur qui, comme l'année dernière, par exemple, à Bâle ou en sélection, etc., il te marque régulièrement, il a une vraie plus-value, tu vois. Moi, le truc, c'est que malheureusement, son concurrent, c'est Dani Alves, et lui aussi, il est, comme qui dirait, assez indispensable. Du coup, essayer de voir si on peut faire cohabiter les deux, quoi. Limite, moi, j'aurais été partant pour mettre Meunier à gauche s'il avait pu y jouer, tu vois. Mais je trouve que c'est un super joueur et c'est complètement sûr que c'est un futur titulaire indiscutable du PSG. Maintenant, essayer de s'arranger pour lui trouver une place plus régulièrement dans les gros matchs, parce que par exemple, lors du Classico en Ligue des Champions, je suis pas sûr que ça soit lui qui jouera, quoi. Ah, moi, j'aimerais bien Alves à Anderlecht, me semble. Ce sera peut-être. Et donc, il y a un truc que j'ai envie de parler aussi, c'est qu'il y a eu pas mal de critiques. Et Drayas, il peut pas parler de son petit chouchou. J'ai pas le droit de parler Ah, vas-y, Drayas, je vais te donner la parole sur autre chose. Bah, moi, je pense que Meunier, il a encore. Par exemple, hier, il se fait prendre une fois défensivement. Il se fait prendre une fois sur tout le match. Il se fait prendre des fois, ça lui arrive, mais d'une manière générale, je trouve que le procès qu'on lui fait sur son attitude défensive est plus qu'exagéré. C'est un joueur qui reste à 1 mètre de distance de son vis-à-vis, mais qui bloque les angles de passe plutôt que de chercher à absolument faire le tacle ou récupérer la balle tout de suite, parce qu'il sait que s'il le fait, il va se faire prendre dans son dos. Donc il sait s'adapter à ses qualités. Il a encore quelques petits progrès à faire. J'espère qu'il va les faire. Il y a un truc qui me fait un tout petit peu peur, c'est qu'il y a pas mal de fois sur les déclarations récentes, et c'est vrai que c'est un joueur qui parle beaucoup, où il parle d'ailleurs, sans forcément dire qu'il veut y aller, mais il évoque ailleurs, donc, parce qu'effectivement, il y a des gros clubs qui commencent à se positionner, pendant que nous, on est en train de le critiquer, il y a des clubs qui commencent à s'intéresser à lui, alors c'est pas se positionner franchement, c'est pas un premier choix, mais qui commencent à se positionner, et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il franchisse encore un petit cap, pour prendre la relève de Dani Alves et devenir le numéro 1 au poste, parce que j'y crois. Et de toute façon, je pense que Dani Alves, il a pas 70 matchs dans les jambes, donc de toute façon, je pense que ça sera pas vraiment un numéro 1, numéro 2, même si Dani Alves risque de jouer les gros matchs, je pense que ça va vraiment être une sorte de numéro 1, numéro 1,5, quoi, où il va y avoir des titulations vraiment équilibrées, c'est ce que je pense. Bah ouais, il a joué 5 fois titulaire sur les 7 derniers matchs, je crois, Meunier. Il y a eu les 2 matchs Ligue des Champions, il joue pas, le reste, il est tout le temps là. Donc je pense, même si ce que tu dis est vrai, Darius, et ça m'étonne pas que des clubs s'intéressent à lui, il a vraiment un beau profil. J'avais envie de parler d'autre chose, c'est que il y a eu pas mal de critiques sur Unai Emery de voir Dani Alves aligné et pas Lo Celso. Basto, qu'est-ce que tu penses de la gestion du cas Lo Celso par Unai Emery? Est-ce que pour toi il est en train de tuer le joueur, ou est-ce que justement sa gestion est intelligente? Non, il le protège, il le surprotège peut-être même un peu trop, mais il a toujours fait comme ça avec les joueurs qu'il aime bien, que ce soit à Séville avec Banega qu'il avait mis pendant quasiment 9 mois sur le banc, Fegouli pareil. Les joueurs qu'il apprécie, il a tendance à le faire. D'ailleurs, il y a eu, je sais plus si c'est par United qui a sorti ça, justement, qu'il avait beaucoup hésité à le mettre hier, mais qu'il voulait le garder sous pression et ne pas qu'il s'enflamme, et donc du coup il l'avait mis sur le banc. Et je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'avec Rabiot 6 et Draxler, si tu mets Lo Celso à la place d'Alves, t'as pas la caution défensive qu'apportait Alves, déjà qu'on était un peu perdu au milieu. Donc si tu mettais Lo Celso, c'était à la place de Draxler. Sauf que Draxler, il y a une gestion des statuts, il va pas jouer en Ligue des Champions, donc faut le faire jouer en Ligue 1. Et oui, on a des infos de Paris United qui nous disent que Emery aime vraiment beaucoup Lo Celso, contrairement à ce qu'on peut lire sur les réseaux. Sky, toi, t'en penses quoi de cette gestion? Bah, moi, je pense que elle est simple, elle est normale. Je veux dire, Lo Celso, il a quel âge? 20 ans. Il a un long contrat.
Il y a déjà des joueurs qui sont en place, donc le fait qu'il soit titularisé de temps en temps, c'est normal et à mon sens, il le surprotège pas trop. Je veux dire, Mais il est jamais titularisé. oui, non, mais enfin, il est en plein développement. Donc, Ah oui, c'est vrai. ce que je veux dire par là, c'est qu'il fait des entrées en jeu tellement intéressantes que oui, on voudrait le voir en tant que titulaire, mais ben tranquillement. Je pense que on le verra. Moi, à mon avis, on le verra à partir de janvier, Ouais. Coupe de France, Coupe nationale, etc. En titulaire, mais en titulaire avec un vrai contenu de jeu, comme une espèce de patron d'une équipe bis ou quoi. Vraiment quelqu'un qui sortira des bons contenus. Donc du coup, pas de surprotection à mon sens, puisqu'il est jeune, il a un long contrat, il y a des gens devant lui, donc il est il est géré d'une bonne manière en fait. C'est vrai que dans le contexte développe d'hier, d'une ça bonne aurait manière. peut-être été pas le meilleur moment de le lancer. Exactement. Peut-être que justement, voilà, là ça aurait été une espèce entre guillemets de crash test où genre on aurait dit ah tiens là on lance Lo Celso et en fait il donne que ça, alors qu'au final ben quelque part on sait tous que ben il faut qu'il soit aussi dans un environnement stable. Enfin je veux dire pas avec autant de blessés, un match à Dijon après la trêve, donc non. Enfin c'est normal. À mon sens c'est normal. C'est un cas bien géré par Unai Emery à mon sens. Ok, et ben on va passer à la rubrique les tops et les Tu me flops. boudes. Tu me boudes décidément. Ah, t'inquiète pas, moi aussi, il m'a oublié, c'est pas Ah. grave. C'est pas grave. On va passer au top et au flop, désolé pour ceux qui... Ben, je pense qu'on a tout dit, c'est pour ça que je vais Bah pas... non, donner- non, carrément pas, non. Pas, Ah, pas, vas-y. pas pour moi en tout Vas-y, cas. Darius. Mais Rwam, tu veux y aller? Moi, je veux juste dire que si hier, heureusement qu'il l'a pas mis Lo Celso, parce que tu vois toutes les critiques qu'on fait à Draxler là ce matin, qui pour moi sont pour la plupart injustifiées vu qui il avait d'aligné derrière lui. Si hier on avait mis Lo Celso, il aurait fait à peu près le même style de match que Exactement. Draxler, on lui serait tombé dessus. Voilà. Donc tant mieux qu'on l'ait pas mis. Voilà, c'est juste ce que j'avais dit. Ouais, c'est par rapport au profil du joueur, tout simplement. C'est un profil assez offensif, manière de ballon. Alors qu'on a une mentalité française à dire bon bah voilà, on joue à Dijon, il y a un milieu, plutôt milieu récupérateur, c'est-à-dire gratteur dans les pieds, ce que n'est absolument pas Draxler ou Lo Celso qui font plutôt des interceptions de passes. Je suis Pas pas gratter les d'accord. ballons Je suis comme pas d'accord N'Golo là-dessus. Kanté, donc du Je coup, suis pas d'accord sur ce concept. moi je pense que c'est Vas-y, je pense que Darius. moi je pense que c'est normal justement que bah Lo Celso n'ait pas été titularisé justement puisque en l'occurrence il aurait coulé entre guillemets, enfin c'est sûr. Enfin dans un type de match comme ça, non, il y a personne derrière pour gratter les ballons et tout. Alors, Du coup, on lui serait tombé dessus comme on tombe sur Draxler à mon sens. Alors, je suis pas d'accord déjà avec ce que tu dis sur le chapitre défensif du joueur, dans le sens où tu le compares avec un Draxler. Un Draxler, il est très frêle dans les duels. C'est pas du tout le cas de Lo Celso. Il est même plutôt autoritaire dans les duels. Il est capable d'avoir des interventions défensives musclées. Au niveau de ses interventions défensives, il me fait bien plus penser à un Verratti au début, même s'il n'a pas la qualité du placement de Verratti qu'un Draxler au niveau de l'impact physique dans le milieu, et pour moi les deux joueurs n'auraient pas été comparables. Mais Sur le match d'hier, en fait moi jusqu'à avant-hier j'étais un des très grands avocats pour dire que j'aimais pas tant la gestion des jeunes que faisait Emery, à l'exception de Lo Celso, que je trouvais que Lo Celso était parfaitement géré. Hier, j'arrive pas à comprendre pourquoi il l'a pas Tu mets titularisé. à la place de qui? À la place de Alves. Mais non, pas avec Draxler et Ramos. non, tu fais pas ça, c'est Laisse-moi pas finir. possible. C'est pas Laisse-moi possible. finir. Vas-y, Darius. Je suis désolé, on joue contre Dijon, on a dit ici 25 fois, Dijon c'est faible, on n'a pas machin, on a etc. On joue contre Dijon, c'est l'occasion ou jamais de peut-être le tester comme titulaire. Je n'arrive pas à trouver les raisons. Après, je ne pèse pas forcément contre la composition qui a été alignée, mais j'arrive pas à trouver les raisons pour lesquelles Lo Celso, on continue à ne pas lui donner sa chance. Vous dites que oui, il va rentrer, et hop, on l'aurait critiqué. Enfin, ça, on ne connaissait pas le contenu du match avant de l'avoir joué. Et potentiellement, le jour où il sera titulaire, il sera potentiellement critiqué. Il y a un moment où il faut qu'il lui fasse franchir le cap. Et j'ai beau chercher, je ne comprends pas pourquoi il l'a fait. Parce que c'est un joueur qui à chaque fois qu'il est rentré, a apporté satisfaction. Alors oui, on peut le faire plus tard, on peut toujours le faire plus tard. Mais Dijon, justement, un match où les titulaires potentiels en Ligue des Champions risquent d'avoir peur de se blesser, où tu as énormément de joueurs qui reviennent de sélection qui vont être fatigués, ou etc., etc. Avoir un joueur qui, lui, sait qu'il ne jouera pas mercredi prochain,
qui a tout à montrer, qui a de l'envie et qui, je pense, maintenant a le physique. Quand il est arrivé, il n'avait pas le physique, il n'était pas capable de finir les entraînements. Mais je pense que maintenant il a le physique, il a au moins le physique pour faire 60 minutes. Enfin, je serais très surpris que ce soit pas le cas. Je vois pas aux entraînements, donc je sais pas ce qu'il en est. Mais je pense qu'il a le physique pour faire les 60 minutes. Pour moi, c'était l'occasion parfaite pour le lancer et je ne m'explique pas pourquoi Unai Emery ne l'a pas fait. Et donc jusqu'à hier, je trouvais la gestion du Lo Celso parfaite et maintenant je me pose des questions pour savoir si elle est effectivement si adéquate que cela. Pour moi, Lo Celso doit être lancé titulaire avec l'équipe type juste à la place d'un Marco. Justement, c'est le pire contexte de le lancer avec une espèce d'équipe mixte après une trêve internationale. Parce que oui, c'est défendre. Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il défend comme Verratti, mais ça doit pas être son principal rôle. Si t'as Draxler à côté, le couloir droit c'est Di Maria Meunier, qui Di Maria n'aime pas trop faire le repli, et que c'est Rabiot en 6 qui aime pas jouer 6 et qui le montre, c'est très compliqué. Il va se retrouver qu'à défendre, à faire le repli. Hier, Draxler doit faire le repli pour Rabiot, par exemple. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Draxler le fait une fois, il y a plein de fois où Draxler le fait pas. En soi, ça aurait pas été si différent que cela. Et ok, je peux entendre. On le fait rentrer, par exemple, il y a juste Verratti qui est pas là. Mais là, mis à part Verratti, il y avait pas Verratti, il y avait pas Mota. Tu vois, moi limite, je le mets contre Anderlecht, Lo Celso, beaucoup plus qu'hier. Ah bah pour moi non, parce que justement il y a un moment où si tu fais de la gestion psychologique, tu vas pas faire rentrer un joueur. Vous parliez tout à l'heure du fait que le joueur va rentrer et tout le monde va se dire ah bah en fait il est pas si bon que ça, etc. Je pense que tout le monde va se le dire si jamais il est pas si bon que ça sur sa première titus, ce qui peut arriver, va se le dire d'une manière bien plus terrible si c'est contre Anderlecht ou que contre Dijon. Sauf qu'avec c'est un match justement sur lequel il y a avec des coéquipiers équipe type dans la mentalité Ligue des Champions, il sera forcément bon puisque nivelé par le haut, alors que contre Dijon il sera nivelé par le bas, donc plus de chance. Le haut quand le milieu bas est pas bon, ne peut pas être bon. Et inversement, j'ai envie de te dire que tu dis ouais, si on le met contre Anderlecht et il joue mal, oui, ça peut être grave, mais inversement, si tu le mets contre Anderlecht et il sort un bon match, c'est autre chose aussi. Là, il peut vraiment il peut totalement prendre confiance en lui. D'accord. Et moi, je rejoins Basto. Bon, ok, je retiens sur les premiers matchs maintenant. Moi, je retiens sur les premiers matchs. Vous parlez en même temps. Sur les premiers matchs, systématiquement les jeunes, les jeunes, en fait, faut les faire rentrer contre Manchester City ou contre le Bayern Munich. C'est Anderlecht. C'est les meilleurs trucs. C'est les trucs les plus intelligents. On va passer. Excuse-moi, moi, j'ai vraiment juste un dernier mot à donner. Genre, donnez-moi demain, genre dans une composition d'équipe, vous faites jouer qui ou avec Draxler, Lo Celso et Rabiot en fait. Parce que Lo Celso, ben généralement, il est remplaçant de Verratti. Donc axe droit, sachant que c'est un gaucher, et Draxler est plutôt axe gauche, sachant que c'est un droitier. Il est déjà repositionné lui Draxler en plus au milieu de terrain. Donc les trois, quand vous le mettez au milieu de terrain, comment ça se passe? Est-ce que vous mettez Draxler axe droit du milieu, qu'il n'a pas l'habitude? Déjà, même ça, enfin dans l'animation, dites-moi par exemple à Dijon, pourquoi, voilà justement, ben voilà, Lo Celso, pourquoi il aurait dû être titulaire avec Draxler et Rabiot? Non. Déjà juste moi, le principe du truc c'est que moi j'écoute tout le monde parler, donc il faut écouter les arguments de chacun et pas direct tourner en dérision ce que l'autre dit parce qu'il n'est pas totalement d'accord. Là je parle pas pour toi, je parle pour Seth. Moi je te dis juste que je trouve pas anormal ce que Basto dit quand il dit qu'on peut le mettre contre Anderlecht, parce que Lo Celso avec Rabiot et Mota derrière lui, si t'as les trois, la MCN devant et derrière t'as la défense type, moi je te dis il va pas faire tâche dedans et il peut même faire un très bon match à la place poste pour Verratti. Maintenant, nous quand on dit que mettre Lo Celso avec Draxler et Rabiot aussi, comment il jouait hier, c'était t'as pas de taulier en fait. T'as pas de taulier tout simplement. Voilà, Rabiot c'est pas un taulier. Il aurait coulé. Avec Mota ou Verratti, c'est sûr que t'as à avoir au moins un taulier, c'est sûr certain. Exactement. Rabiot ça n'est pas encore un, et c'est ce qu'on cherche de lui en fait. Mais inversement, j'ai juste envie de rajouter un truc, c'est que quand on dit ouais le mettre contre Anderlecht et que tu dis ouais non autant le mettre contre City ou le Barça, mais arrête, c'est Anderlecht quand même, sois raisonnable. On ne dit pas ouais on va le mettre au Bayern le match retour là de phase de poule. Là c'est Anderlecht quoi, tu sais, on parle pas de je sais pas moi du grand Real Madrid. On parle d'un match, on parle d'un match qu'on est obligé de gagner. Ouais. Oui, c'est quand même plutôt confortable. Enfin, c'est bizarre parce que tu dis ouais Lo Celso c'est un gars voilà il sait défendre.
t'as aucune confiance en lui pour qu'il le mette à Anderlecht. Moi, je comprends pas. Ah si, moi j'ai confiance en lui, je sais pas encore si j'ai confiance en lui. Je sais pas encore, pourquoi? Parce que on ne l'a jamais vu, excepté pour des rentrées de 15-20 minutes. La seule chose que j'ai vue, c'est que sur des rentrées de 15-20 minutes, enfin plutôt de 8 à 15 minutes plutôt que de 15 avant. La seule chose que j'ai vue, c'est que sur des rentrées de 8 à 15, mis à part une fois, quel que soit le match, il a su trouver ses repères, il a su trouver des solutions et il a montré de vrais progrès par rapport à la saison passée. Maintenant, j'en sais rien. D'ailleurs, il fait pas une bonne rentrée, personne. Il fait pas une très bonne rentrée hier d'ailleurs. Hier, oui. Mais il y en avait une autre avant. Mais j'en sais rien. Et personne ne sait, mis à part peut-être Emery qui en sait beaucoup et ses coéquipiers qui en savent beaucoup plus. Personne ne l'a vu. On sait pas. Tu le sauras jamais si tu l'alignes pas un jour. Il faut prendre je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, je suis tout à fait... grand joueur, il doit s'affirmer. Tu vois, s'il a une prétention de devenir un grand Mbappé, on l'a aligné, il a pris sa chance. Le mec, non, mais Mbappé, il était pendant 6 mois sur le banc, il a fait des rentrées pour des bouts de match pendant 6 mois, pendant même 7 mois, et petit à petit, il a commencé à venir, et puis il a explosé sur les 5 derniers mois. Hein. Mbappé, il a explosé pendant un an et demi. Oui, pendant un an et demi, il est remplaçant, mais même les 6 premiers mois, il fait des bouts de match par-ci, par-là, etc. Bah là, c'est le cas de Lo Celso, on est d'accord. C'est exactement le même. C'est ce que je dis, mais Mbappé, sa première titu. Première titu, il l'a pas eu en Ligue des Champions. Hein. Voilà, on va finir là-dessus, top. On va pas parler de Lo Celso pendant... D'accord, mais je peux me permettre de terminer quelque chose. Non, tu ne te permets pas. Désolé, un petit mot, vraiment un tout dernier mot. Un mot. On savait déjà d'avance. C'est pas un mot, ça. Mais on savait déjà d'avance que Mbappé c'est un crack international, je veux dire. Tout le monde en parlait. Lo Celso, quand on l'a acheté, au niveau recrutement, etc., il y avait point d'interrogation sur son potentiel. Donc, du coup, enfin... Je veux dire, il n'y avait pas le Real Madrid ni Manchester United qui étaient dessus au taquet et tout. Donc voilà, juste Mbappé, on sait que c'est un crack mondial, donc forcément, quand il joue, il prend sa chance. Ok, on va passer au top et au flop. Comme on a un peu traîné, on va faire un nouveau truc. Vous allez chacun me donner un top et un flop en argumentant, et le prochain doit donner un autre top et un autre flop si possible. S'il a rien à ajouter, il n'ajoutera rien. Mais pas le droit de donner un joueur qui a déjà été cité, sauf si c'est pour le citer en flop alors qu'il était en top. Donc vas-y Draias, ton top et ton flop. Meunier. Meunier. Du match. Et l'argumentation, elle est simple. C'est premier but, ok, il s'est planté des buts, il marque plein depuis le début de la saison. Oh merde, on se prend un but venu d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Oh merde, on est à la 87e, et là tout à coup ça se rue, etc. Et tout à coup intervient Meunier. Et fin exceptionnel d'abnégation, de volonté. Je lâcherai pas mon équipe, je vais tout faire pour que hier j'ai vu le match comme un pauvre pélos tout seul chez moi devant une télé, je me suis retrouvé à hurler sur le but et comme un crétin à applaudir pendant 5 minutes quoi. Tellement sa prestation, tellement le Meunier des 20 dernières minutes a tellement fait plaisir quoi. C'est Meunier. Et le flop, pour moi, Emery, mais j'ai déjà expliqué pourquoi. Il y a peut-être de très très bonnes raisons, mais moi je ne m'explique pas le fait de ne pas avoir lancé Lo Celso sur ce match. Ok, Juan Pia, toi, ton top et ton flop. Moi, mon top, je vais mettre Areola. Pourquoi? Parce que on l'oublie un peu, mais depuis sa bourde de Metz, là, il sort que des bons matchs. On disait un peu oui, à chaque frappe cadrée, à but, etc. Là, on voit qu'il nous sauve pas mal ces derniers temps. Bon, sur le but venu d'ailleurs, il pouvait pas faire grand-chose. T'as l'impression la balle, elle était faite pour rentrer dans les filets et que tout le stade se lève. Mais hormis ça, je le trouve vraiment cohérent et je trouve qu'il s'impose de plus en plus comme titulaire indiscutable. Maintenant, comme flop, je vais te dire comment il s'appelle, Rabiot. Parce que Rabiot, bon, pas de son, ses diverses déclarations, on m'a toujours dit oui, mais il a un talent, etc. Il est super fort, il a confiance en lui, c'est pour ça qu'il est comme ça. Bon, dire qu'il veut pas jouer 6 au PSG, mais t'es qui, toi, pour dire que tu veux pas jouer 6 au PSG? Déjà, les passes, ils sont chers. Il y a des titulaires de grandes sélections, comme Draxler, comme Di Maria, comme Meunier, qui n'ont pas leur place dans le 11, et toi, t'es là. En plus d'être titulaire, tu te permets de dire où tu veux jouer.
Et en plus, quand tu joues 6, tu montres une mauvaise volonté, mais c'est évident que tu ne veux pas évoluer là et tu fais rien. Il a sorti un match ignoble hier. Moi, franchement, je vous dis, Rabiot, il a fait un match dégueulasse. En deuxième mi-temps, il est un peu mieux quand même. Tu trouves la relance peu mieux, Planax, mais le Oui, jaune, il va pas au continue, duel. il continue de faire des erreurs, mais par contre, il Je- commence à avoir la- des la relances vers faute- l'avant. 0% de duel gagné. 0% La de duel faute gagné. qu'il fait à l'entrée de la Il surface, passe tu vers sais, l'avant. vers la fin, là, ça donne un coup C'est un franc peu mieux. ultra dangereux au Dijonais. Ça pouvait pas être pire. Vous le voyez ou pas ça Ouais, et puis il y a un autre truc aussi, c'est toujours dans la deuxième mi-temps, c'est à un moment, il peut aller au ballon, il y va pas, il laisse le Dijonais y aller, et derrière, il récupère la balle, heureusement, mais tu sais pas pourquoi il y va pas, il recule. Il était très bizarre. Ouais. Bref, voilà, mon flop, c'était lui. Basto, ton Alors, top et ton flop. En top, ça va être Marquinhos, qui, mis à part son incompréhension sur le dernier but, où il est un peu bizarre sur ce long ballon, a été juste impérial dans tout le match. Il a tout repoussé, tout relancé. Donc Marquinhos, et en flop, je vais mettre Yuri, qui dans l'attitude était là, mais très brouillon avec ballon. Et défensivement, il y a vraiment un problème. Lui est vraiment sur le recul franc. Pour le coup, lui défend vraiment trop loin de son vis-à-vis, même s'il n'a pas du tout été aidé dans le repli, que ce soit par Rabiot ou Neymar. Il n'y a que Draxler qui faisait un peu d'effort pour l'aider, mais en étant sur le recul franc comme ça, il laisse des positions, des situations de surnombre pour l'adversaire. Ok, bon bah moi je vais donner 2 flops, parce que j'ai pas de top à ajouter. Je vais donner premier flop Di Maria, à chier. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais depuis plus d'1 an maintenant, il est vraiment catastrophique. Il fait n'importe quoi, il apporte rien, donc si on peut le vendre pour un petit billet à un autre club, il faut pas hésiter. Et mon deuxième flop, c'est à contre-cœur, je vais mettre Mbappé qui a beaucoup tenté. Il jouait de 9 son premier match chez nous. Il a pas mal raté, donc j'ai envie de le mettre en flop, même si voilà, je me fais pas de doute qu'il puisse, contrairement à Di Maria, je pense que lui il peut revenir tranquillement, alors que Di Maria, je pense que c'est fini. Je pense que depuis 1 an, c'est trop tard, on le reverra plus. Et pour pour ma Mbappé, part, j'aimerais ajouter, au moins il a tenté. Et il fait la passe Vas-y, Sky. du deuxième but. Non, pour moi, ce que je veux dire, juste, pour moi, elle est pareille que Jimmy et Basto. Je rejoins sur 2 flops. Ce serait Di Maria et Berchiche. Pourquoi? Simplement parce que j'ai l'impression qu'avec Di Maria, il y a une cassure, clairement. Il y a quelque chose qui va plus, en fait. Depuis un certain temps, je reconnais plus le joueur, il se bat plus, ni rien, etc. C'est assez incompréhensible. Et le deuxième flop serait Berchiche parce que, en fait, ouais, trop limité techniquement, en fait, vraiment. Défensivement, on voit qu'il veut y mettre aussi, donc je rejoins mes 2 compères sur ce Ok. joueur-là. Bon, on va Di Maria, clore. Vous avez pas aimé les 10 dernières minutes de Di Maria avant sa sortie? Non. Même pas les 10 dernières? Non. Ouais, mais le problème, c'est qu'un joueur, il joue pas 10 minutes. Oui, C'est comme voilà, l'année c'est ça. dernière, on dit ouais, Di Maria, On est très bonne d'accord. saison, mais on a tous aimé son match contre Barcelone. Sauf que, voilà, un joueur, c'est pas un mec qui joue 2 matchs ou 10 minutes. On est d'accord. On est d'accord. Donc voilà. Je voulais juste Donc on va clore sur ce match. Merci à vous. On va parler un petit peu. J'ai envie de vous entendre chacun sur ce sujet, sur l'enquête qui vise Nasser. Apparemment, il aurait glissé petite mallette ou grosse mallette pour obtenir les droits de la Coupe du Monde pour beIN Sport. Basto, qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, vraiment, il y a la présomption d'innocence, et on sait que la FIFA est corrompue. C'est des affaires, malheureusement, qui sont à peu près partout dans le monde du foot. Maintenant, si ça touche que Nasser, bah, je pense qu'il devra démissionner. C'est pas la première fois où il met en danger l'institution, quand il protège pas le club avec l'affaire Aurier, par exemple, ou autre. J'ai beaucoup de mal avec Nasser et l'institution parisienne. Donc pour moi, s'il change, ce serait pas un mal pour le club, loin de là. Après, est-ce que cette affaire va pas aller plus loin, toucher directement le Qatar? C'est là où ça peut devenir problématique. Et où ça peut l'être aussi, on est en pleine recherche de sponsors, et c'est pas le meilleur moyen, cette affaire, pour les négocier. Pour toi, parce que cette affaire, je le précise, ne vise que notre président, elle n'a rien à voir avec le PSG, mais pour toi, elle peut avoir un impact négatif sur le club. Bah, pour le moment, elle vise que Nasser, mais derrière, on sait pas si ça va viser le Qatar, parce que si les droits du Qatar sont corrompus pour la Coupe du Monde et qu'on annule, par exemple, la Coupe du Monde au Qatar, il se passe quoi derrière? Ça peut aller aussi loin pour toi? J'en sais strictement rien, je connais pas l'affaire, mais quand la Moi, justice suisse je pense- se mêle comme ça, c'est que généralement, il y a quand même Ouais, des infos je pense. concordantes. Hein. Ouais, je Sky, qu'est-ce que tu penses Moi, toi je de pense- cette affaire? Moi, je pense que non, honnêtement, pour moi, tout ça, c'est un conglomérat de gros bonnets, etc. Donc, enfin, ça va au-delà du foot.
il y a la géopolitique derrière et tout. Donc, enfin, Nasser, il est avec l'émir. Rapproche-toi de ton micro, oui. Donc, enfin, ouais, on m'entend mieux? Oui. Donc du coup, où est-ce que j'en étais? Où est-ce que vous m'entendiez? C'est un conglomérat. Donc, comme je disais, non mais c'est un conglomérat de personnalités, de gros bonnets, etc. Et là, on touche à la géopolitique, etc. Ça n'a rien à voir avec le football. Donc, au final, le PSG, je pense qu'il ne pâtira pas, puisque en l'occurrence, quand on sait qu'on a affaire à l'émir du Qatar ou autre, bon, voilà, c'est son bras droit. Si demain, voilà, on voit que le bras droit de l'émir part du PSG, il y a un guiche tout roche, c'est trop gros en fait. Enfin, et en plus de ça, on sait très bien que l'UEFA est corrompu, etc. Nasser est une target, donc enfin voilà, c'est clair et net. Donc bon, après, on va pas tomber non plus dans les machinations ou autre. Donc enfin, c'est juste le côté où voilà. Pour moi, il y a rien de particulier à voir là-dessus. C'est juste pour animer les choses et ça se résoudra en fait derrière les fagots dans un coin au calme. Voilà quoi. D'ailleurs, je précise que Nasser, j'ai vu ça ce matin, était pas à Dijon pour le match, mais prépare sa défense Ouais, tout à fait. dur comme fer à Doha. Du coup, Drayas, est-ce que toi, tu penses que ça vient justement après un mercato historique où on essaie de fragiliser un petit peu ce qu'on peut fragiliser, ou alors c'est une coïncidence? Je vais faire le parano parisien de base. Enfin non, je vais pas faire le parano de base. Mais j'ai quand même trouvé, je trouve quand même la concordance des événements étrange. Comme par hasard, comme par hasard, quand l'UEFA, alors que l'UEFA normalement, si l'UEFA respectait ses textes, il aurait dû lancer l'enquête sur le mercato du Paris Saint-Germain en 2018. Bah, finalement, ils l'ont changé comme par hasard sous la pression des grands clubs pour finalement lancer cette enquête dès 2017. Et boum! 2 mois après, qu'est-ce qui arrive? Une nouvelle information pour fragiliser. Alors on entend des trucs, va savoir si c'est vrai, que comme quoi c'était pour les droits de beIN Sport au Maghreb et qu'il n'y a pas de concurrent. Enfin, je connais pas les détails. Ce que je sais, c'est qu'il y a la présomption d'innocence, qu'il y a... Il y a tout un tas d'intérêts qui sont en train de pousser très fort contre le Paris Saint-Germain, et ça c'est avéré, hein, ça s'est vu avec la fameuse enquête de l'UEFA pour le mercato qui a été avancée d'1 an. Je dirais ni dans une conclusion qui ira dans un sens, ni dans l'autre. Laissons la justice suivre son cours et espérons que cette justice sera à peu près clean. Et j'aimerais juste dire aussi un dernier truc, c'est souvenons-nous du Lyonnais qui a été pris dans un scandale d'un point de vue enfin, c'est discutable. Est-ce que c'est plus gênant d'un point de vue personnel que celui de Nasser? Il me semble que c'est quand même un scandale qui est plus gênant d'un point de vue personnel. Ça n'a en rien affecté, en rien touché l'image du Bayern de Munich. Deux petites infos. Juste, l'enquête a été ouverte en mars, donc avant le mercato historique. Et la perquisition du bureau de beIN ne vient que le lendemain de l'audition de Jérôme Valls. Donc pour moi, c'est une affaire tout à fait normale, enfin qui suit son cours. Et puis ça va pas empêcher aussi de mettre en justice Ribobolev pour ses problèmes, il y en a aussi à Monaco, donc je pense pas que ce soit un complot contre J'ai jamais dit que c'était un... Je sais, mais je pense pas que les événements soient conjoncturés avec ce qui s'est passé. Non, les événements peuvent porter question. C'est votre avis. Je dis juste, non, enfin, il reprend ce que je dis, je reformule, je dis pas qu'il y a un complot, je dis juste que pour l'instant il y a présomption d'innocence, il y a des raisons de se demander s'il peut y avoir eu des pressions, et on peut se poser la question, et que pour l'instant il y a présomption d'innocence, donc n'allons ni dans une conclusion ni dans une autre. Selon Paris United, on avait prévenu Nasser là-dessus, et il n'a pas écouté, et il y a d'autres trucs qui vont sortir sur lui prochainement. Ok, Juanpi, quelque chose à ajouter sur cette affaire? Moi, je veux juste dire que nous, à notre niveau, on ne sait rien du tout. Il y a des informations qui fuitent à droite, à gauche. On va pas commencer à faire les enquêteurs, les jugeurs à Kaplan Nasser, on n'en sait rien du tout. Jusqu'à preuve du contraire, il est innocent, et je vois mal beIN Sport engraisser Valk pour des droits alors qu'il n'y a aucune concurrence à côté, tu vois, c'est un peu ridicule. Et chaque fois qu'il y a eu un truc qui est sorti dans la seconde même, que ce soit Valk pour dire que non, Nasser ne lui a jamais n'a jamais discuté avec lui, ne lui a rien offert, ou bien la villa directement, on a eu les preuves que Valk avait effectivement payé un loyer. Chaque fois, ça fait pchit. Maintenant, je suis d'accord avec Basto, c'est peut-être pas un complot, mais on a, et là je rejoins ce que Sky disait,
le PSG, c'est clairement une cible aujourd'hui et tout est fait pour leur tomber dessus. Le moindre petit truc qui aurait pu passer inaperçu pour quelqu'un d'autre, on va l'amplifier parce que maintenant c'est le PSG. Et je rejoins un truc aussi, c'est ce que Basto disait par rapport aux sponsors. On sait que Paris a grosso modo, d'après les bruits qui courent, prévu d'amortir ses grosses dépenses de l'État avec une campagne de sponsoring agressive, c'est-à-dire de signer des gros contrats. Comme par hasard, il y a ces mini-scandales qui entachent le PSG, et cela, ça peut avoir son importance sur le futur du PSG, donc indirectement. Et là, on peut se demander s'il n'y a pas un petit lien de cause à effet entre la rage L'enquête est de... ouverte en mars, les gars. Mais non, mais là, il parle pas de l'enquête UEFA, il parle Je de parle cette pas de enquête-là. l'enquête, je parle des L'enquête contre éventuelles la serre est ouverte conséquences. en mars. Et on en entend parler que maintenant. Parce que c'est le lendemain de l'audition de Jérôme Valk, et c'est là où on a vu que Jérôme Valk avait une villa et tout. Ouais, mais tout ça, C'est c'est. juste une enquête qui suit son cours. Non, mais c'est simplement tout ce qui est les journalistes, enfin tout ça, etc. C'est entretenir le grand méchant Qatar, Qatari, etc. Je suis pas dans la victimisation, mais juste avec Paris, il y a toujours des anecdotes, il y a toujours des trucs qui se passent sur Paris et tout. Et c'est amplifié encore plus puisque maintenant on a des gros investisseurs, donc forcément il faut alimenter cette machination et voilà à chaque fois. Bon. Mais... Alors tout ça, on vient de réaliser des transferts faramineux, donc bon, c'est normal que il y a un flash sur le PSG quoi. Je trouve que le point mis en avant par Wampi sur peut-être que ça va être que du vent et que comme par hasard on met plein de scandales au moment où on est censé faire des contrats. Et peut-être que ce n'est pas que du vent, mais peut-être que ce n'est que du vent, et ça vient pile à ce moment-là. Donc il y a quand même... Alors toi, tu dis l'enquête... Non, mais juste une question de Rayas. On n'en sait rien, tu connais pas les détails. Pardon ? Rayas, une question pour toi. Si l'affaire, elle a été en mars, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu en mars, on en entend que maintenant ? Ce que Basto est en train de défendre, c'est que apparemment il y a eu l'audition de Vaclair, ou je sais plus exactement, Vaclair qui a eu lieu très récemment et que ce serait pour ça. Maintenant, moi, j'y crois pas parce qu'une audition, pour moi, ça tient pas la route parce que normalement, une audition, c'est fait chez les flics et c'est pas censé fuiter, quoi. Donc, comme par hasard, ça fuite maintenant. Mais comme disait Juan tout à l'heure, fondamentalement, on n'en sait rien. On peut nourrir un petit peu notre parano parisien pour reparler de Fiorez et que Fiorez est le seul simulateur que la France ait connu avec la commission d'éthique. On peut nourrir donc cette parano parisienne. On n'en sait rien dans ce sens-là ou on n'en sait rien dans l'autre. Peut-être que c'est du vent, peut-être que c'est pas du vent. C'est trop tôt pour parler. On n'a pas de vision sur les dossiers, quoi. Ok, mais donc on va laisser la justice faire son travail et puis on commentera si on a en temps et en heure. Voilà, si on a de nouvelles infos. Il y a j'ai envie de parler d'un petit sujet aussi, c'est qui nous vient de Paris United. Ça m'a fait un petit peu sourire. On a appris que des joueurs consultaient des médecins privés. Alors c'est assez bizarre quand on sait qu'on a un staff médical qui est censé être très performant. Sky, qu'est-ce que tu en penses toi, des joueurs qui commandent eux-mêmes des médecins sans que le sache? On va dans l'individualisation, pardon, excusez-moi, donc au plus profond de ce qu'est l'individualisation, pardon, excusez-moi du terme. Bon, on y va très profondément, donc ce que j'en pense, c'est que c'est bien pour le joueur, ok, très bien, mais est-ce que ça dénature pas quelque part aussi, genre le football dans son côté où on travaille tellement le physique, etc., enfin, pour être des machines, en fait, quelque part. Donc, enfin, bon. Là-dessus, il y a un côté où ça me dérange pas, parce qu'en l'occurrence, les joueurs, ils font vraiment attention à eux, et ils font attention à leur physique, mais au détriment de la performance, d'être des machines physiques, de plus avoir ce côté un peu, comment dire, vous savez, les joueurs des années 70, etc., ils couraient pas non plus comme il n'y a pas des manières de courir particulièrement belles, quoi, mais juste, enfin voilà, c'est juste le côté où j'ai l'impression qu'il y a un peu côté machine derrière, voilà. Ok, Basto, pour toi, est-ce qu'on parle d'individualisation ou d'incompétence de notre staff médical? Des joueurs qui consultent des médecins privés, c'est dans tous les clubs. Le souci là, c'est que les joueurs auraient une défiance envers le docteur Roland. Déjà, Laurent Blanc voulait le virer. Unai ne l'apprécie pas non plus beaucoup. On sait que, par exemple, sur la talalgie, je sais plus comment on dit, de Ibra, il a mis 6 mois avant de faire le diagnostic. On sait que Pastore, je ne sais pas si vous vous souvenez des propos sur un forum d'un médecin spécialiste de la posturologie qui avait fait le diagnostic 1 an et demi avant le docteur Roland sur la blessure de Pastore, mot pour mot.
une fois que Javier a dit on a enfin trouvé ce que j'avais. C'était mot pour mot ce que le mec disait depuis 1 an et demi. Et apparemment, le docteur Roland serait assez hautain, pas ouvert aux spécialistes. Il croit tout savoir sur tout, donc il est peut-être très bon dans son domaine, mais s'il croit tout savoir sur tout, c'est un problème. Et il y a aussi, apparemment, il fumerait la chicha avec nos joueurs, donc c'est assez magnifique. Drayas? Bah, pour moi, il y a 2 sujets du coup. Le sujet des joueurs qui prennent leur propre physiothérapeute, leur propre etc. C'est un phénomène de mode à l'heure actuelle. C'est peut-être parce que les joueurs sont trop payés, qu'ils ont trop d'argent et qu'ils ont besoin de le dépenser. J'en sais rien. J'y ai jamais réfléchi. Je sais pas si je vois l'individualisation des performances. Ça m'a jamais interpellé. Après, sur le docteur Roland, sur la compétence du staff, j'ai pas vraiment d'input, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs qui vont dans le même sens. Il y a juste un truc que j'aimerais dire, c'est que c'est dommage qu'Olivier soit pas là pour aborder ce sujet, parce que je crois qu'il il connaissait pas personnellement le docteur Roland, mais un des assistants du docteur Roland, et il aurait pu nous en parler avec beaucoup de connaissances. Il aurait défendu son confrère. Il y a des chances, mais il aurait eu des arguments pour. Quelque chose à ajouter, Rampi? Non, moi là je vais pas rentrer dans ce sujet parce que je vais pas te cacher que je sais rien du tout, donc je vais pas parler histoire de parler, je vais m'ajuster. Ok, alors on va passer. Alors le PSG il va affronter Anderlecht cette semaine en Ligue des Champions dans quelques jours. On va pas trop rentrer dans les détails, j'ai envie de vous entendre parler pronostics, je sais que vous adorez ça. Drayas, quel score tu vois? Anderlecht vient de changer d'entraîneur. C'est difficile du coup de prévoir. Est-ce qu'il va y avoir une réaction d'orgueil? Est-ce qu'il va y avoir... J'ai pas, pour être honnête, j'ai même pas suivi... Un score. Ouais, mais non, mais Ils sont pris 3-0 par le Celtic à domicile, pour juste si tu veux regarder. Et ouais, mais justement, l'évolution des scores en Belgique, qu'est-ce que ça a donné ce nouveau coach? 4-3. Pour son premier match, ils ont gagné 4-3 hier. Bah, j'aurais tendance à dire, c'est chez eux, j'aurais tendance à dire un petit 3-1 pour nous. Basto. Anderlecht a perdu quasiment tous ses meilleurs joueurs cet été, ils sont vraiment dans le dur, il n'y a plus vraiment de joueurs de talent, je dirais un bon 3-0. Et un pronostic sur la compo, je vois Meunier titulaire à la place d'Alves sur ce match. Tu penses que c'est parce qu'il vient de ce championnat? Parce qu'Alves a beaucoup joué ces derniers temps. Hier, on voit qu'il est un peu cramé. Il faut le préserver avant le Classico. Et Meunier, voilà, en plus, chez lui en Belgique. Je pense que c'est la meilleure gestion possible et je pense que ce sera fait comme ça. Faut faire attention parce que quand même Anderlecht avait quand même donné du fil à retordre au Bayern qui s'était pas imposé à 10 contre 11. D'ailleurs, Anderlecht avait pris un carton rouge, qui s'était pas imposé aussi largement. Toi, Sky Morito, tu vois quoi? Allô? Ouais, moi je suis là, vous inquiétez pas, je t'ai entendu, Jimmy. Juste, moi, ce que je vois simplement, c'est résultat, un 3-0, et sans être méchant avec Anderlecht, mais je les vois comme le Zulte Waregem de la Ligue des Champions, quoi. Je veux dire, bon, une équipe qui va prendre des tôles, en fait, tout simplement. Voilà. Moi, je dis que vous êtes un peu trop optimiste. Moi, je vois un 2-1 pour Paris. Ah ouais, sévère. Et toi, Jimmy? Vous verrez. Moi, sachant qu'ils avaient quand même donné du fil à retordre au Bayern et que là, on revient après le match qu'on a fait. Soit on va tout éclater parce que pour se faire pardonner, entre guillemets, soit on va faire, je sais pas, je vois un petit 3-1, moi aussi, un peu comme Drayas ou 4-0, quelque chose comme ça. Bon, on va passer à la rubrique européenne pour terminer ce podcast. Je sais que vous adorez ça. Donc, vous connaissez le principe, je vous le rappelle. Je vous donne une affiche, je vous donne un score ou une info européenne. Et chacun va me donner son impression avec une phrase ou un mot. Pas de débat. Sinon, moi, je vous mets des baffes. Est-ce que vous êtes prêts? On va faire dans l'ordre Drayas, Rwampi, Sky, Basto. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. On commence par Lyon qui s'impose 3-2 contre Monaco chez eux avec un but de Fekir à la 95e. Drayas. Il y a bon.
pitoyable en foot. Ça montre juste le. On t'entend pas, Sky. On m'entend là? Ouais. En fait, ça montre le soi-disant niveau des équipes du haut de tableau de Ligue 1. Donc pour moi, pitoyable au niveau des défenses. Donc, Basso. Encore heureux que Lyon gagne face à cette équipe monégasque vu la compo alignée, et c'était du grand n'importe quoi tactiquement des deux côtés. Ok. Manchester United 0-0 chez Liverpool. Dryas. Bonjour, tristesse. Juan. J'ai arrêté de regarder le match quand notre italien est sorti. Sky. bah, c'est de la BPL quoi, en soi. Je veux dire, on nous vend des trucs et à chaque fois, bon bah, voilà. Basto. Moi je retiens la phrase de Mourinho: Klopp n'a rien fait à part défendre. Merci Mourinho. Quel troll. Hey. Crystal Palace qui s'impose 2-1 chez eux contre Chelsea, avec un Crystal Palace qui n'avait pas marqué depuis 760 minutes, je crois. Dryas. Ça m'emmerde pour compte. Juan. Bah, avec Chelsea, on est habitué à les voir faire des saisons majestueuses une année et la saison d'après faire n'importe quoi. Donc je suis à demi étonné. Sky. Ouais, pareil que Dryas, en fait, je suis un peu dégoûté pour compter en fait. Je sais pas, Basto. Bah cette saison c'est un peu comme Morata n'est pas là, rien ne va. Ok. Manchester City qui s'impose chez eux 7-2 contre Stoke City. Dryas. Guardiola va-t-il enfin me donner tort? Juanpi. L'année dernière, ils avaient très très bien commencé, mais après, ils ont fait une série de matchs sans victoire. Moi, j'attends de voir. Ça sera plus début printemps, je te dirais, si c'est vraiment du lourd ou pas. Sky. Ouais, c'est du lourd, hein. Ça y est, hein, Guardiola, il a maîtrisé la BPL. C'est parti quoi, il va rouler sur les autres équipes. Là, c'est bon, il a tout ce qu'il faut. Let's go. Basto. Pareil que Sky, il a trouvé le bon carburant. Ok. Très gros match. Watford qui s'impose 2-1 contre Arsenal et qui monte à la 4e place de la BPL. Dryas. Là, tu me demandes un avis sur quelque chose où j'en ai. Watford, tu adores ce club. Ouais, Arsenal, Arsène Wenger, Arsenal, enfin, ce club que j'ai pu aimer à une époque me provoque chez moi une indifférence très grande. Bah pour moi, je vais plus parler d'Arsenal, parce que Watford, je peux rien dire d'autre que c'est très bien pour eux. Mais Arsenal, j'ai envie de te dire, c'est le déclin du modèle du manager français dont Arsène Wenger est, on va dire, le pape. Tout l'enseignement des techniciens français prend l'eau à l'image de leur maître Wenger. Ça me va très bien. Sky. Bah déjà, Walter Mazzarri quand même, celui 3-5-2 qui remet au goût du jour, qui passe par Watford, qui met en place l'équipe pour cette année pour notre entraîneur. Bon bah, juste pour dire simplement que Arsenal, fausse équipe, comme d'habitude, hein. Donc bon, ça m'étonne pas en fait. Basto. Moi, Watford, équipe très rafraîchissante avec un excellent Etienne Capou. Non, je rigole, j'ai jamais vu cette équipe jouer en vrai. Pour être honnête, je regarde pas la première ligue, mais Arsenal, ouais, bon bah, Arsène ou c'est un peu. Toujours c'est un peu un jour sans fin depuis une dizaine d'années, les pauvres. Ouais, c'est ça exactement. J'ai vraiment cru que tu allais devenir un expert Watford. Là. Tu m'as fait. Nouvelle affiche, Retafe qui a failli accrocher le nul contre le Real, mais qui perd 1-2 avec un but à la fin de Cristiano Ronaldo. Dryas. Le Real est une machine qui galère parfois, mais qui à la fin gagne la Ligue des Champions. Juan. Bah, c'est un petit peu le même scénario que notre mauvaise d'hier, non? Sky. Ouais, le petit Shibasaki, vous avez peut-être pu l'apercevoir à Retafe, génial, cool. Petite partie dégueulasse. Non, juste pour dire, non, machine réelle machine, grosse machine. Ça gagne. Basto. Classique du Real Zidane, marqué dans les 5 dernières minutes et allait remporter le match. Grosse affiche hier, Atlético Madrid-Barcelone, avec qui s'est terminé par un nul 1-1 avec Suarez qui a marqué à la fin. Seul avait marqué le premier pour l'Atlético. Dryas. Messi me saoule. Moi, j'ai retenu de ce match la sortie de balle de Codine où il te met une roulette dans sa surface. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Voilà.
Sky. Ouais, rigolo, franchement, cette affiche là, genre à chaque fois il se passe toujours un truc dans des Atlético Barça, donc ouais, franchement, du fun quoi, juste du fun. Basto. J'ai pas vu ce match, j'ai regardé Roma Napoli personnellement. Ok. Très 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 bien. La Juventus qui s'incline 1-2 contre la Lazio avec 2 buts de Immobile. Draias. Le chéri de Basto a marqué. Non, c'est Douglas Costa en fait. Ah, c'est Douglas Costa. Ah merde. Ouais, le chéri de Basto. On a cru un instant que le chéri de Basto avait marqué. Juanpi. Moi, je rebondirai en disant est-ce l'année du Napoli? Sky. Napoli champion pour moi, grosso modo, voilà. Vraiment. Basto. Mathieu dit titulaire, la Juve perd son collectif. Gnon 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 gnon. Ah ah. Mais du coup, on enchaîne avec Naples qui s'impose à Rome 1-0. Draias. Sarri. Juanpi. J'aime bien leur entraîneur Sarri, moi aussi. Sky. Ouais, pareil. Donc du coup là, let's go pour le titre. C'est obligé là, 20 ans, ils en peuvent plus. Basto. Bah, ils commencent même mieux que le PSG leur championnat, ils font 8 victoires en 8 matchs tout simplement et c'est très complet. Ouais, on les avait fait les 8 victoires en 8 matchs. Non, on avait fait 7 victoires. Non, celle-là, c'est notre meilleur démarrage. Non, mais ouais, ce serait bien que Naples soit champion, ce serait magnifique. Imaginez l'ambiance dans la ville. Les joueurs, Faudrait se faire un match. ils pourront plus sortir de chez eux. On essaiera de se faire un match en mars. Et puis imaginez avec leur comment ils s'appellent, leur speaker. Mais un match en mars, Ouais. ça pourrait être cool. Non, mais ouais. Grosse révolution du jeu par Sarri, effectivement. Le Bayern Munich qui s'impose 5-0 avec leur nouvel entraîneur contre Fribourg. Draias. J'essaie de trouver un truc clever à dire avec Stuart Icons, le mec. Que dire, il avait fait un Bayern qui était sublime à voir jouer. Il revient après 3 ans de retraite, je sais même pas quel âge il a, se demander s'il a pas besoin d'un déambulateur pour marcher, et puis le Bayern semble reprendre des couleurs. Bon. Juanpi. Moi, je continue à dire que les comebacks, c'est jamais des bonnes idées. Sky. Le Bayern ne pouvait pas continuer dans cet enfer-là, il fallait absolument du résultat, donc ils l'ont eu. Bravo eux. Basto. Sursaut classique après un tel changement, surtout qu'il a remis tous les cadres, il a remis Boateng, Hummels, Martinez au milieu, Müller, Robben. Et je retiendrai plus la phrase d'Aikens à la fin du match, on a concédé 3 occasions, ce n'est pas normal. Après un 5-0. Et c'était pas déjà un retour à Hinkens la première fois, la dernière fois. Ah ouais, mais un retour 40 ans après, je crois. Il avait dû entraîner Milan en 75 ou Ok. Dernière info européenne, Dortmund qui s'incline chez eux 2-3 contre le RB Leipzig. Draias. J'ai rien à dire. Ok, Juanpi. Leipzig, c'est du lourd et que Monaco s'inquiète. En plus, il y a Beşiktaş qui arrive aussi. Ça va pas être facile de sortir de ce groupe, nos amis de Monaco. Sky Morito. Déçu pour Dortmund et pour leur nouvel entraîneur Peter Bosz. Donc du coup, déçu pour eux, en fait. Basto. Ton joueur préféré, Jimmy, Jean-Kévin Augustin, qui est encore décisif, qui obtient le pénalty et le transforme sur le 3e but. Magnifique. Et toute dernière info, excusez-moi, Ben Arfa annoncé favori pour le Ballon d'Or, Draias. Je suis sûr qu'il remerciera un certain Jimmy. Juanpi. Génial. Sky. Allô, on parle Ben Arfa. Ok. Basto. Moi, je préfère la rumeur de Joker médical à Rennes. Ok. Eh ben, je vous remercie de nous avoir écouté ce podcast. C'était sulfureux, mais ça se finit très bien. Je remercie mes experts d'aujourd'hui. Draias, gros bisous. Ouais, gros bisous à toi, Jimmy. Merci tout le monde. Bonne journée bonne soirée à ceux qui écoutent. Juanpi, gros bisous. Merci à vous, les amis. Bisous. Sky Morito, bisous. Ouais, bonne soirée à vous. Enfin, bonne journée à vous. Basto, gros bisous avec la langue. Ouh, en plus, tu viens bientôt sur Paris. Allez. Au revoir tout le monde. Salut à tous, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.